Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Dernier groupe à tenir sa journée parlementaire, le centre, les parlementaires centristes qui sont réunis depuis ce matin dans une salle du 13e arrondissement de Paris. Et dans quelques minutes, nous suivrons en direct la clôture de cette journée parlementaire avec les discours des deux présidents de groupe, Philippe Vigier pour l'Assemblée nationale et Françoise Oqueto pour le Sénat. Et nous serons bien sûr sur place avec Thomas Soulier qui recueillera les réactions des députés et des sénateurs centristes. Et en plateau avec moi pour analyser la place du centre au Parlement et dans la vie politique nationale, Alexandre Vatimbella, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études du centrisme, et Perrine Tarnaud, notre spécialiste parlementaire. Bonjour Perrine. Bonjour Ariane. Avant de revenir avec vous sur la place notamment du centre au Parlement, on va tout de suite retrouver Thomas Soulier qui est dans cette salle cyclo. Nous soutient depuis ce matin cette journée parlementaire centriste. Et Thomas, vous êtes avec la sénatrice de Paris, Chantal Joannoux. Ouais, qui est aussi candidate à la présidence de l'UDI en ticket avec Yves Jégo. Il y a également, on va le rappeler, Jean-Christophe Fromentin, Hervé Morin ou encore Jean-Christophe Lagarde qui sont en candidat. Avant de venir à cette présidence de l'UDI, un mot sur les sénatoriales. L'UDI est devenue troisième force politique avec une force d'appoint, 43 sénateurs, c'est 12 de plus que précédemment. Est-ce que vous allez être une opposition constructive? Est-ce que vous pourriez voter des textes venant de la majorité aujourd'hui? Oh bah déjà, merci d'avoir rappelé que c'est quand même la grande victoire, c'est celle de l'UDI pour les élections sénatoriales. Nous, on a un leitmotiv, on a un mot qui est celui d'opposition constructive. On l'a dit depuis le départ, ça faisait d'ailleurs l'objet de nos négociations avec l'UMP. Donc les textes qui vont dans le bon sens, d'où qu'ils viennent, gouvernement, Verts, UMP, on les vote. Quand ça ne va pas dans le bon sens, on ne les vote pas. Mais on ne sera pas dans une opposition. On ne veut pas que le Sénat soit une instance de blocage. On veut que le Sénat soit vraiment une instance de proposition qui essaye de montrer le chemin qu'on souhaite suivre. Et donc pas d'alliance automatique par conséquent avec l'UMP? On a plutôt vocation à appartenir à une majorité de droite. Je veux dire que quand même notre but commun, c'est de mettre fin à l'expérience socialiste parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit vraiment convaincu. Mais il peut arriver que le gouvernement présente des textes qui vont dans le bon sens. On a déjà voté des textes qui allaient dans le bon sens, notamment pour faciliter la vie des entreprises, pour l'emploi. Donc on le fera. Mais donc il n'y aura pas d'alliance systématique. On a des points effectivement de divergence. On a plus de points de convergence avec l'UMP que de points de divergence quand même. Il y a une opération séduction en ce moment, celle de Nicolas Sarkozy envers les centristes. Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien chef de l'État, vous étiez sa ministre, quand il dit voilà, il faut se rassembler aujourd'hui, dès 2014, les centristes et l'UMP? D'abord, on a un sujet de fond. C'est-à-dire que dans la campagne interne à l'UMP, on voit bien que Nicolas Sarkozy est obligé d'aller à droite et qu'il porte des positions, par exemple sur l'Europe, sur la fin de Schengen, par exemple sur l'écologie, qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc on a des divergences de fond profondes. Et puis sur la forme, l'idée de dire qu'on va retourner, nous, dans un grand parti de droite, l'ensemble de nos adhérents disent non. Qu'ils soient radicaux, ils étaient à l'UMP, ils ont quitté l'UMP, des UDI directs qui sont l'essentiel de nos adhérents, eux, qui ont fait le choix de ne pas aller à l'UMP, on dit non parce que déjà politiquement ça n'a pas marché, à part les élections présidentielles de 2007. Pour le reste, on a perdu pied dans les territoires à droite. Or, au contraire, on voit que depuis qu'on a recréé l'UDI, on l'a vu au municipal, on voit donc au sénatorial, on a reconquis des positions sur le territoire. Si je vous entends bien, il y aura un candidat UDI à la présidentielle ou alors à la primaire ouverte avec l'UMP? Exact. C'est très exactement à la ça. primaire ouverte avec l'UMP. S'il y a une primaire ouverte de l'ensemble de la droite, qui est ouverte à tous les sympathisants et pas uniquement les adhérents, on aura notre candidat. Alors j'en viens à la présidente de l'UDI, 4 candidats, vous êtes co-candidate avec Yves Jégo. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, on a du mal à le voir? Jean-Christophe Lagarde, Hervé Morin, Jean-Christophe Fromentin et vous aujourd'hui. C'est quoi la vraie différence? Alors heureusement, on a plus de points de convergence que de points de divergence et heureusement, on montre qu'une élection interne peut bien se passer dans un parti moderne. Les points de différence sur le fond, on est très axé avec Yves Jégo sur les questions écologiques et société collaborative. Ça fait vraiment partie de notre leitmotiv pour l'avenir de l'UDI. Ensuite, sur les orientations politiques, nous ce qu'on veut, on ne parle pas tellement de centristes avec Yves. On veut créer une force des progressistes, une grosse force qui rassemble tous les partisans, quelle que soit leur origine, pour être le premier parti de France. Donc ça, en termes d'ambition, ça nous différencie aussi. Alors vous êtes aujourd'hui candidate avec Yves Jégo. On l'a appris ce matin, son patrimoine fait l'objet d'une enquête préliminaire depuis septembre 2013, donc depuis 13 mois. Ça a été une surprise pour vous ce matin, cette annonce? Une surprise, oui, même si
personne n'est dupe du calendrier. C'est la veille de la fin de l'élection du premier tour, donc c'est pas très heureux comme calendrier. Ensuite, sur le fond, il est le seul à pouvoir s'en expliquer. Il l'a fait de manière assez claire. Il a donné tous les éléments de réponse. Moi, je lui fais totalement confiance. Vous le croyez sur parole aujourd'hui? Je lui fais confiance. J'ai pas de raison de douter de lui. Ça vient d'où ces attaques, cette information judiciaire? On l'apprend 13 mois après, de votre propre camp? Je n'en sais strictement rien. En tout cas, ça vient forcément de quelqu'un qui n'a pas envie que ça se passe très très bien à l'UDI. Mais je pense que la politique aujourd'hui, on se passerait bien de ce genre de choses. Voilà, il y a une enquête ouverte sur une déclaration de patrimoine. On verra ce qu'il en ressort. Moi, j'ai confiance en Yves Jégo, surtout qu'il a été très transparent aujourd'hui dans ses explications, mais il sera mieux placé que moi pour vous répondre. Vous craignez les conséquences sur le vote? Est-ce que vous êtes concerné pour le coup? Je pense que nos adhérents, ils ne sont pas tellement dupes de ça. C'est tellement grossier comme ficelle que je ne pense pas qu'ils soient dupes de ce type de manœuvre. Par contre, ce que je crains plus, c'est que ça donne le sentiment d'une politique pas très exemplaire. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Vous allez rejoindre cette salle pour les deux discours de clôture, à la fois de Françoise Zocchetto, président du groupe UDI au Sénat, et puis de Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée. Les deux discours dans quelques secondes sur les chaînes parlementaires. Tout à fait, Thomas. Puis on vous retrouvera après ces discours, bien sûr, pour recueillir les réactions des parlementaires présents sur place. Alors, Perrine, se tiennent les journées parlementaires centristes. Quel est le poids des centristes au Parlement ? Ils ont repris un petit peu de couleur, on va dire, notamment au Sénat. Alors, il y a 30 députés UDI, 43 sénateurs centristes maintenant ici à la Haute Assemblée. Effectivement, le renouvellement de septembre au Sénat a apporté une bonne dizaine de sénateurs centristes supplémentaires. Donc, un petit peu plus de poids. Ils sont indispensables au groupe majoritaire, l'UMP, mais qui n'a pas la majorité absolue sans les centristes. Donc, un groupe charnière. Ils ont envie d'avoir, évidemment... ils vont avoir envie de peser sur les textes, de faire une majorité constructive, comme vient de le dire Chantal Joanneau là à l'instant au micro de Thomas Soulier. Alors après, on peut se poser des questions. Ça veut dire quoi, une majorité constructive? Chantal Joanneau disait à l'instant, on peut voter tous les textes, d'où qu'ils viennent, de l'UMP, mais aussi bien des Verts, du gouvernement, s'ils nous semblent aller dans la bonne direction. On sait que dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, et que finalement, les clivages politiques gauche-droite réapparaissent très vite. Si on regarde tous les textes qui auraient été votés par des parlementaires centristes depuis l'élection de François Hollande, ils tiennent non seulement sur une main, et encore peut-être un, deux. Chantal Joanneau vient de citer la simplification de la vie des entreprises, mais c'est tout. Que ce soit le pacte de responsabilité, l'UDI s'était abstenu, le chèque emploi-service aussi, enfin voilà, plein de choses. Alexandre Vatimbella, Perrine le disait, les centristes veulent être dans une opposition constructive. C'est aussi l'expression employée par Gérard Larcher ici au Sénat. Est-ce qu'il y a des textes que les centristes pourraient voter, des textes du gouvernement? Si on veut vraiment aller au fond des choses, on pourrait dire qu'il y a plein de textes que les centristes auraient pu voter. Plein de textes présentés par le gouvernement de Manuel Valls, qui est encore une fois social-libéral, et les centristes sont des libéraux sociaux, donc je veux dire qu'il y a vraiment des passerelles. Donc ils ne l'ont pas fait au motif que les textes sont pas très bons, on ne sait pas comment ça va. Il y a toujours des petites virgules qui ne vont pas. On ne sait pas comment ça va être mis en œuvre, on ne fait pas confiance. Mais je veux dire que c'est pas comme ça en général que ça se passe. On vote des textes si on est d'accord avec, et puis après effectivement si c'est pas bien mis en œuvre, etc. On revient, on dit mais c'est scandaleux, etc., etc. Mais si on est d'accord avec le fond, on vote. Donc on voit bien que les centristes sont un peu là, gênés aux entournures. C'est-à-dire qu'il y a plein de textes qui sont en train d'être discutés, plein de mesures qui sont en train d'être discutées, qu'ils pourraient voter et qu'ils ne votent pas parce que, in fine, ils ont fait une alliance naturelle, on pourra revenir sur ce mot-là, avec l'UMP il y a 2 ans. On va y revenir, Alexandre Vatimbella, mais on va d'abord écouter en direct les discours de clôture. Donc Philippe Vigier, le président de l'Assemblée nationale, qui sera suivi du discours de clôture de François Zocchetto, le président du groupe au Sénat. Dont le parcours professionnel, je suis persuadé, apportera richesse, vitalité à ce groupe centriste au Sénat. Ravi d'accueillir les parlementaires européens, parce que Marielle de Sarnez est parmi nous, Robert Rochefort. Je rappelle d'ailleurs qu'aux dernières élections européennes, nous avons obtenu l'élection de 7 parlementaires européens qui se sont déployés dans toutes les commissions de façon à ce que la présence du centre au Parlement européen soit affirmée, et elle l'est, sachez-le bien. Et puis dire à mes amis députés le bonheur que aussi de les retrouver pour ce moment de convivialité, ce moment de travail,
à un moment d'ailleurs qui est particulièrement douloureux pour la France, à un moment extrêmement difficile où, on peut le dire, je crois très clairement, beaucoup s'interrogent de nos concitoyens sur l'efficacité de l'action publique. Est-ce que oui ou non on peut croire dans le rôle des élus? Est-ce que oui ou non ils sont capables de redresser ce pays? Est-ce qu'ils sont capables de donner confiance et de sortir de cette spirale de la défiance dans laquelle le pays s'est enlisé depuis de longs mois? Alors d'abord, un mot quand même sur ces élections sénatoriales. Je profite de la presse qui est là. Vous vous souvenez qu'à l'issue des élections municipales, on avait beaucoup parlé d'une vague bleue. Cette vague bleue, elle avait masqué quelque part le fait qu'il y avait eu beaucoup d'élus centristes dans des villes de 10 000 habitants, 20 000 habitants, dans de grandes villes. Et puis, il y a quelques jours, eh bien, ce fameux dimanche, on a vu des nouveaux visages. Je disais tout à l'heure plus 12, pendant que nos amis et voisins de l'UMP faisaient plus 13. Ça montre toute la capacité de progression de notre famille politique. Et le président de groupe que je suis se prêt à rêver que dans quelques années, on puisse comme cela multiplier le nombre de députés, ce qui nous permettrait évidemment de peser beaucoup plus dans le débat politique. Mais surtout, ce qui est remarquable, cette augmentation du nombre de députés centristes, de sénateurs centristes, pardon, s'est fait dans un contexte de défiance politique terrible. On a bien vu, en fait, c'était l'émergence du Front National dont on a parlé au municipal. L'émergence du Front National avec ces fameux 2 sénateurs FN, dont on parlait beaucoup plus sur tous les écrans aux 20 heures. On a parlé de 12 sénatrices et sénateurs. Et puis, quelque part aussi, ça montre une chose, c'est que l'UDI, les centristes, se sont imposés dans le débat politique. Ils se sont imposés dans l'opinion publique. Puisque si vous regardez les sondages d'opinion, il n'est pas inutile de les regarder, ils nous disent que les familles politiques les plus appréciées, pardonnez-moi, c'est l'UDI, évidemment nos amis du Modem, bref, tous ceux qui essayent d'ouvrir une autre voie. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y a 2 ans, c'était les premières journées parlementaires. Jean-Luc Borloo avait su rassembler nos différences pour en faire des richesses. Il avait su faire en sorte que les uns et les autres, on se parle, on se reparle, et on dise qu'il y avait une œuvre collective. Et moi, je me plais à rêver, en vous voyant tous aussi nombreux, à l'heure où nous sommes maintenant 80 parlementaires. 43, plus 30, plus 7. 80 parlementaires, il y a combien d'années que ça n'était pas arrivé? Ça veut dire que cette 3e force parlementaire du pays, c'est le centre. Mais le fait d'être la 3e force parlementaire, ça ne donne que plus d'exigences, que plus de responsabilités. Et c'était d'ailleurs le premier atelier, qui est un atelier très riche que nous avons eu entre nous, entre parlementaires, européens, sénateurs, députés, de voir comment on pouvait être plus cohérent, comment on pouvait être plus efficace, comment, au fil des textes qui viennent devant nos parlements respectifs, on était capable justement de définir un certain nombre de points communs, de visions communes, de caps communs. Et croyez bien que sur la loi de finances, sur la loi de financement de la sécurité sociale, sur la loi croissance qui arrivera dans quelques semaines, sur d'autres sujets de société aussi, eh bien, nous essaierons de faire en sorte que nous puissions converger les uns avec les autres. Parce que cette responsabilité, c'est de montrer et d'affirmer à nos concitoyens que l'on peut donner un autre cap, que l'on a des valeurs, qu'on a des engagements et que quelque part, ils peuvent nous faire confiance. Donc, cette situation aussi politique, et François y reviendra certainement dans son propos, elle est d'autant plus nouvelle qu'au Sénat, les choses ont été complètement inversées. La majorité s'est retournée. Et on a vu d'ailleurs à quel point le groupe centriste, François, a fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de nos amis et voisins du MP. Et pour preuve, toutes les responsabilités qui vous ont été confiées. Donc, chacun a compris que depuis 2 ans, depuis ces journées parlementaires où on a su faire éclore l'UDI en tant que parti politique, parce que n'oublions pas que la vie politique, lorsque vous êtes dans l'opposition, en grande majorité, elle a lieu où? Elle a lieu au Parlement, où il y a l'expression, où il y a les textes de loi qui arrivent, où il y a la capacité d'initiative, de proposition que nous portons. Et donc, cet exercice que nous avons fait, il faut le poursuivre, il faut l'amplifier en travaillant plus les uns avec les autres. Donc, ponctuellement, sur des sujets qui le méritent, députés, sénateurs, les collaborateurs, tous, eh bien, on fera en sorte que cette harmonisation soit au rendez-vous pour plus de richesse. On fera en sorte aussi d'avoir une meilleure coordination politique, mais je tiens à dire devant tous, comme Jean-Louis l'avait très bien fait avec toi, François, eh bien, nous poursuivrons très régulièrement nos rencontres avec celles et ceux qui veulent nous accompagner. Parce qu'il est une exigence. Je parlais tout à l'heure de responsabilité et d'exigence. C'est celle d'être une opposition constructive. On ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez, moi, la mandature précédente,
jeune député, je voyais les socialistes toujours casser tous les textes qui leur étaient proposés. Je crois qu'en dehors du texte sur la burqa, ils n'ont rien voté. Pas une fois il y avait une attention. Pas une fois il y avait une possibilité de dire « Ah, peut-être que l'on va emprunter le chemin ». Et là, depuis quelques années, depuis 3 ans en particulier, à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, il y a des textes que vous connaissez tous dans lesquels il y a notre patte. Je vais prendre 1 ou 2 exemples. Cette fameuse réforme sur les retraites, où nous, on avait poussé beaucoup, vous vous en souvenez, ça avait donné une petite polémique gouvernementale sur le fait que les jeunes à qui on impose de faire des stages pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, on puisse intégrer les semestres de stage dans la capitalisation retraite. Le gouvernement, au début, était complètement hermétique. Et puis, il y est venu. Lorsqu'il y a eu les emplois d'avenir qui sont arrivés, on a su montrer qu'on pouvait répondre par la positive. Mais aussi, on a été très dur, très ferme, lorsqu'on a condamné, j'aurai l'occasion de le faire au nom du groupe, pas plus tard que mercredi dans la loi de finances, lorsqu'on a condamné les errements, les fautes économiques, les fautes sociales accomplies par ce gouvernement et qui nous mettent, comme je disais tout à l'heure, un peu plus dans l'impasse chaque jour. Alors, vous voyez que c'est un moment majeur, c'est un moment aussi formidable, parce que cette belle page, il nous appartient de l'écrire tous ensemble. On aura des rendez-vous au mois de mars avec les élections cantonales, on aura des rendez-vous au mois de décembre, en principe avec les élections régionales, avec tout le flou qui réside autour des dates, mais bref, c'est ce que l'on sait à l'heure où je vous parle. Ça sera à nous de montrer que nous sommes une véritable force dans les territoires. Ça sera à nous de montrer que la proximité pour nos concitoyens, c'est nous qui l'incarnons. Ça sera à nous de montrer que les réponses qu'ils attendent, c'est nous qui les portons. Et pour ces rendez-vous, eh bien, là encore, tous ceux qui imaginent que de près ou de loin, il faudrait mettre la division au sein de l'UDI ou je ne sais quoi au sein du centre, font fausse route. Je vous le dis, ce précieux assemblage qu'on a su faire, comme Jean-Louis nous l'a expliqué il y a 2 ans, il nous a accompagnés. Et maintenant, nous l'avons, François, toi pour le Sénat, moi pour l'Assemblée, demain pour le président du parti. Évidemment, les groupes politiques devront travailler main dans la main avec celui qui sera le patron de l'UDI. Et je le dis très clairement et très fermement, en cohérence, au quotidien, pas en différenciation tous les jours, mais simplement avec la volonté que cette possibilité d'incarner l'alternance politique, c'est nous qui la porterons. Et puis, vous me permettrez juste de dire un petit mot, parce que vous avez vu qu'on est l'objet de beaucoup de convoitises, en particulier de nos amis de l'UMP. Il y a ceux qui nous disent « venez tout de suite dans la seringue, venez avec nous, on va s'occuper de tout, et puis tout ira bien ». Ça me rappelle d'ailleurs, j'étais jeune militant, lorsque Jacques Chirac et Jean Le Canuet avaient scellé une très belle rencontre. Et Chirac, dont vous connaissez la force de conviction extraordinaire, avait dit à Le Canuet « je te donne une page blanche, tu l'écris et je signe ». Non, ce n'est pas ça la vie politique. La vie politique, c'est cette force que nous incarnons tous ensemble, tous les centristes qui sont là, sans distinction aucune. Eh bien, c'est à nous demain d'être exigeants dans la copie qu'on rédigera avec nos partenaires. Et que ce n'est pas le moment d'aller se mettre dans les bras de je ne sais qui. Au contraire, affirmons notre indépendance. Montrons la valeur ajoutée que nous apportons. Et tout à l'heure, une fois de plus, en entendant les différents parlementaires intervenir dans les tables rondes, on l'a bien vu sur la seconde table ronde sur l'emploi, sur la création de richesses. Nous avons nos solutions. Mais ces solutions, on les aura en partage à un moment ou à un autre avec les autres. Alors pour conclure, je voudrais d'abord remercier les chevilles ouvrières de cette belle journée. Je pense à nos secrétaires généraux, je pense à nos collaborateurs des groupes, sur qui tout repose. D'ailleurs, tout à l'heure, habilement, je crois que c'est Jean-Christophe qui disait ça, les députés ou les sénateurs, on ne peut pas tout faire, on a la chance d'avoir des collaborateurs, mettons-les en première ligne pour faire la jonction Sénat-Assemblée. C'est vrai, on a des collaborateurs des qualités, ils ont préparé cette belle journée, et c'est un peu d'eux dont dépend l'avenir de cette famille politique, mais je sais qu'ils mettront leur cœur, leur énergie et leur intelligence pour que ça marche. Alors, c'est un président de groupe heureux qui vous parle ce soir, cette belle journée, qui est le début d'une grande étape. Cette grande étape, je suis persuadé qu'elle incarnera une alternative pour la France, dont notre pays a tant besoin. Et je terminerai simplement, j'ai mal à mon pays quand j'entends nos ministres, à longueur de week-end, dire tout et son contraire. Mais il nous faudra aussi, mes chers amis, que l'on soit clair. Qu'est-ce qu'on va faire demain sur la politique familiale? Qu'est-ce qu'on va faire demain sur les allocations chômage et la politique de retour à l'emploi? Qu'est-ce qu'on va faire demain sur la durée du temps de travail? Qu'est-ce qu'on va faire demain sur la transition écologique? Sur tous ces sujets. Et je pourrais en prendre bien d'autres. Nous sommes attendus. Donc ces messages, nous le portons tous ensemble. Et moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour tous les centristes réunis ici ce soir.
Cher Philippe, chers amis parlementaires, mesdames et messieurs les journalistes. Alors c'est toujours un peu particulier de parler le deuxième, parce que vous n'êtes pas venus pour entendre deux fois la même chose, et pourtant il aurait été naturel que ce soit le cas. En effet, avec le groupe de l'Assemblée nationale et avec nos amis du Parlement européen, nous parlons de plus en plus à l'unisson. Et donc il est parfaitement normal qu'on retrouve des idées communes dans les interventions des uns et des autres. Merci Philippe pour tes propos aimables concernant le résultat des dernières élections sénatoriales. Mais je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur les préoccupations qui nous animent, comme elles animent les Français. En effet, ceux-ci sont inquiets et vivent mal la situation présente. Rappelons-nous que le président de la République promettait l'inversion de la courbe du chômage il n'y a pas si longtemps. Il le disait, il le répétait. Vous connaissez la situation, les chiffres du chômage ne cessent de monter. L'OCDE a d'ailleurs récemment dit que la France était, je cite, en marge du mouvement de reprise observé dans de nombreux pays ces 2 dernières années. Traduction en langage réaliste, la croissance sera nulle ou quasi nulle cette année ainsi qu'en 2015. Nous connaissons ainsi la pire séquence économique depuis 1945. Certains économistes commencent même à évoquer le scénario du décrochage. Les chiffres de la compétitivité, d'ailleurs, le confirment, puisqu'au 2e trimestre 2014, le déficit commercial de la France est encore en hausse. Je rappelle ces chiffres que vous connaissez tous, mais parce que nous devons les avoir constamment en tête pour nous rappeler que la vie quotidienne des Français que nous représentons est une vie de plus en plus difficile. La France, vous le savez aussi, a décroché de ses objectifs communautaires du pacte de stabilité avec un déficit public qui atteindra 4,5% du PIB, excusez du peu. Alors ce bilan est-il surprenant? Pour nous, parlementaires centristes, non, malheureusement. Car ce ne sont pas les premières journées parlementaires que nous faisons ensemble, puisque depuis que Jean-Louis Borloo a constitué le groupe UDI à l'Assemblée nationale, nous avons pris l'habitude de nous réunir et nous avions un peu annoncé malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Le crédit d'impôt compétitivité pour l'emploi, le fameux CICE, n'a en réalité servi ni la compétitivité ni l'emploi. Dispositif complexe qui a mis beaucoup de temps à être mis en place et qui commencerait juste aujourd'hui à produire quelques effets. Que ne nous ont pas entendus la majorité actuelle et l'exécutif lorsque nous recommandions de conserver la TVA sociale qui avait été timidement mise en œuvre à la fin de la législature précédente. Cette TVA sociale qui est chère au cœur des centristes et que l'on retrouvera de toute façon, soyons-en convaincus, d'une façon ou d'une autre, plus rapidement qu'on ne le dit. Le CICE n'a pas touché toutes les entreprises, je citerai les artisans, les professions libérales qui sont restées à l'écart. Le CICE, en revanche, commence à trouver une application dans des domaines qui ne sont absolument pas soumis à la concurrence étrangère, les activités de main-d'œuvre comme l'hôtellerie ou les grandes entreprises nationales comme la Poste, quoique la Poste commence à être aussi soumise à la concurrence étrangère. Mais nous avons l'exemple type d'une mesure complexe qui s'avérera peu productive. Pourquoi je citais cet exemple? Parce qu'il est le symbole d'une France qui, depuis 2 ans et demi, est celle d'une France du repli, d'une France qui a choisi, contre son gré, la défensive. En un mot, une France du principe de précaution mal assumé. Un principe certainement qui a sa raison d'être, mais qui, dénaturé, a imprégné les esprits au point qu'il fait oublier à notre pays que développement durable peut et doit rimer avec innovation, recherche et goût d'entreprendre. Les travaux que nous avons conduits cet après-midi, dans la deuxième partie, ont bien montré que c'est cet état d'esprit qui anime les parlementaires centristes. Hélas, sur le front du gouvernement, c'est la logique inverse qui sous-tend les mesures qui sont prises concernant l'emploi. Faute de générer de l'emploi productif, ce sont les mauvaises vieilles recettes qui ont été reconduites, les emplois aidés, les emplois d'avenir,
bref, tout ce que vous connaissez dans les collectivités locales qu'un certain nombre d'entre vous gèrent, c'est-à-dire des mesures ponctuellement acceptables, mais qui très rapidement produisent des effets négatifs. La baisse des charges sur les bas salaires, qui a été aussi annoncée par le gouvernement, est certes, dans un premier temps, une nouvelle qui peut intéresser un certain nombre d'entreprises, mais lorsque l'on aura une grande partie des salariés français qui seront payés au SMIC ou près du SMIC, aura-t-on vraiment avancé sur les chemins de la productivité, sur les chemins de la recherche et des nouveaux produits pour affronter la compétition mondiale? Ces mesures auraient dû, et nous l'avions demandé, s'accompagner d'une refonte de la fiscalité. C'est un des volets qui fait défaut dans le pacte de responsabilité du gouvernement. Alors là, on réduit un peu d'impôt sur les sociétés, sans aucune cohérence avec le CICE. Maintenant, on baisse ponctuellement l'impôt sur le revenu, sans réformer cet impôt dont l'assiette et la progressivité ne satisfont plus personne, et toujours rien sur les impôts de consommation, toujours rien concernant ces importations qui viennent des pays à bas salaire. Quand cela s'arrêtera-t-il? Alors, dans ces conditions, comment tout cela pourra-t-il être financé sans augmentation du déficit? Est-ce qu'il va y avoir un coup de baguette magique? Est-ce que les 50 milliards d'économies que les députés se préparent à étudier, est-ce que ces 50 milliards d'euros d'économies sont crédibles? Très franchement, nous ne voyons absolument pas comment ils pourront être tenus. On a un peu l'impression que lorsqu'on ne sait pas quoi faire pour redresser le pays, on fait dans le sociétal. C'était le coup du mariage pour tous, qui a occupé les esprits et le Parlement pendant un moment. Et on nous prépare d'autres débats du même type. Lorsqu'on ne parvient pas à baisser le chômage, on se plaint de la dureté de la crise, qu'on avait sciemment ou inconsciemment, je ne sais pas ce qui est le plus grave, sous-estimé. Lorsqu'on renonce à endiguer les dettes et les déficits, on quémande la clémence communautaire, et le sujet est d'actualité. Lorsque la situation intérieure est calamiteuse, on se réfugie dans le précaré présidentiel de la politique internationale, certes nécessaire, mais qui ne suffit pas à assurer la vie quotidienne des Français. Pendant ce temps-là, Philippe l'a dit tout à l'heure, la situation ne cesse de se dégrader, et il l'a dit aussi, le Front national ne cesse de progresser. Dans nos villes, dans nos quartiers, dans les départements ruraux, partout, le Front national ne cesse de progresser. Nous passons à côté des réformes structurelles dont notre pays a tant besoin et que nous appelons de nos vœux depuis maintenant un moment. Donc je ne crains pas de les redire, sans les détailler, bien évidemment. Une réforme structurelle du système fiscal qui consisterait à décharger les impôts de production en contrepartie d'une véritable fiscalisation du financement de la protection sociale. Une réforme structurelle du marché du travail, consistant notamment à concentrer l'essentiel des crédits de la formation professionnelle sur les chômeurs, sur les travailleurs peu qualifiés. Une réforme structurelle des retraites. Nous sommes leaders, nous sommes en pointe dans les propositions sur les retraites. Lorsque nous disons qu'il faut instaurer un régime unique, universel et transparent en remplaçant l'annuité par le point. Malheureusement, chers amis, à moins d'un revirement spectaculaire, il est peu probable que l'actuelle majorité mènera ces politiques. Il nous revient donc à nous, députés, sénateurs, parlementaires européens centristes, de nous préparer à le faire. Et là, le message devient plus positif, car, comme tu l'as dit, la dynamique a commencé. Elle a commencé avec les élections municipales de mars, dont l'issue a exprimé sans équivoque le désir des Français de changer de cap. Les élections qui ont d'ailleurs au passage déstabilisé le système socialiste des apparatchiks peuplant les cabinets des exécutifs locaux. Pardon, mais c'est un de mes hobbies. Lorsque je vois apparaître à chaque renouvellement à l'Assemblée nationale, mais aussi subrepticement au Sénat, de plus en plus de membres des cabinets des exécutifs locaux, un système d'ailleurs politique que même des proches du président de la République ont dénoncé. Un système pernicieux qui aide à comprendre pourquoi ce parti, le Parti socialiste, ne donne l'impression de rien comprendre et de ne rien entendre à la vie des entreprises, à l'action d'entreprendre, à la prise de risque, qui aide à comprendre aussi comment un Premier ministre qui déclare aimer les entreprises, et je veux bien le croire,
est sifflé par ses propres militants. Voilà où nous en sommes sur le thème de l'entreprise et des relations entre le monde politique et l'entreprise. La reconquête s'est aussi poursuivie avec les élections européennes de mai. Notre famille politique n'y a pas démérité dans un contexte difficile, avec un débat médiatique trusté par le Front National. Cette dimension européenne, vous savez bien, qui s'inscrit au cœur de notre projet, car ici, tout le monde le dit, on ne peut plus rien faire sans l'Europe. Et c'est bien la différence entre nos formations, nos groupes politiques et les autres groupes politiques. La reconquête vient enfin de franchir une étape supplémentaire avec les élections sénatoriales. Alors tu l'as dit aimablement, mais je ne peux pas résister au plaisir de rappeler qu'en effet, notre groupe comportait 31 membres avant le renouvellement et qu'il en compte désormais 43. Et qu'il apparaît, je le dis, je me suis retenu pendant plus de 15 jours, et puis il apparaît comme le grand vainqueur de ce renouvellement. Oui, tu peux. Une victoire que l'on doit, bien sûr et avant tout, à la qualité de nos candidats, des candidats enracinés dans tous les territoires. Car les nouveaux sénateurs sont venus de tous les secteurs de la France, de la Bretagne, de l'Alsace, de la Franche-Comté, du Sud, de partout. Il n'y a pas eu une concentration dans la génération. Et de l'outre-mer, bien sûr. Et les Français de l'étranger. Bon, vous avez vu, il en est venu de partout. Par ce vote, les grands électeurs, vous le savez, ont aussi exprimé leurs craintes concernant le devenir de la décentralisation. Je ne me lancerai pas dans un propos sur la réforme territoriale, car je pense que nous allons avoir à en reparler dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que plus personne ne s'y retrouve maintenant dans les propositions de la majorité nationale et de l'exécutif. Comme les grands électeurs, nous avons la conviction que le Sénat et les centristes sont au cœur du projet de renouveau. Et que les députés veuillent bien m'excuser, mais j'ai besoin de dire que la France a aussi besoin d'un Sénat fort. Et que le groupe UDI-UC y est désormais incontournable. Vous avez tous compris la physionomie du Sénat, la constitution de la nouvelle majorité. Et lorsque tu salues les résultats pour le groupe, eh bien, il faut savoir que c'est le résultat aussi des élections et des efforts qui ont été faits par les uns et les autres. Donc tout le bonheur que je vous souhaite, c'est assez rapidement de vous retrouver dans cette même situation. Je tiens à terminer en partageant une conviction avec vous. Nous ne parviendrons au renouveau de la France qu'en collaboration étroite avec nos collègues députés centristes, avec les parlementaires européens centristes, dans leur diversité, avec tous les outils et toutes les pratiques dont nous avons discuté cet après-midi. Une collaboration plus étroite, une efficacité plus importante, une anticipation des débats et des problèmes à évoquer. À l'Assemblée nationale et au Sénat, je le redis aussi, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, nos deux groupes représentent plus de 70 parlementaires. Et avec les parlementaires européens, nous représentons une force de 80 députés et sénateurs. Une force parlementaire qui a bien sûr, dans l'immédiat, vocation à préparer les élections locales de 2015 pour étendre encore la présence d'élus centristes dans les territoires. Comme vous le voyez, notre famille politique est aujourd'hui en ordre de bataille, avec ses groupes politiques, prêts à travailler, prêts à inspirer l'action locale. Ceci, c'est possible grâce à votre détermination et à l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Je vous en remercie.
Voilà pour les discours des deux présidents de groupe, Philippe Vigier pour l'Assemblée nationale et Françoise Oqueto pour le Sénat, qui ont donc conclu cette journée parlementaire centriste. Alors Perrine, Françoise Oqueto l'a répété à de nombreuses reprises, les centristes sont les grands vainqueurs des sénatoriales et le groupe centriste y est incontournable, a-t-il dit. Oui, incontournable, groupe charnière, ça c'est sûr. Sans lui, l'UMP n'a pas la majorité absolue ici au Sénat. D'ailleurs, Gérard Larcher est venu cet après-midi à cette journée parlementaire du centre. Il est venu en début d'après-midi rencontrer les sénateurs centristes. C'est pas la première rencontre de Gérard Larcher, nouveau président du Sénat, avec les parlementaires centristes. Il les voit régulièrement depuis qu'il a été désigné par le groupe UMP pour être d'abord le candidat à la présidence du Sénat, puis une fois qu'il a été élu, c'est vrai qu'ensemble ils vont devoir construire cette nouvelle majorité au Sénat, cette opposition constructive, pour reprendre les termes des centristes. Et surtout, je pense que les uns et les autres ont quand même envie de travailler autour de l'image du Sénat. C'est vrai que les sénateurs ont été très marqués par cette espèce de Sénat bashing qu'il y a eu les dernières semaines de campagne juste avant les élections sénatoriales du 28 septembre. Et donc, ils ont vraiment envie de travailler sur la crédibilité de la Haute Assemblée, à quoi nous servons, à quoi sert notre travail et sa visibilité. C'est-à-dire que les Français, finalement, ne savent pas très bien à quoi sert le Sénat et ce que font les sénateurs. Perrine le disait, Alexandre Vatimbella, Gérard Larcher a rencontré à de nombreuses reprises les centristes et surtout entre les deux tours de l'élection à la présidence du Sénat le 1er octobre, c'est avec les centristes que Gérard Larcher est allé négocier. C'est le groupe incontournable ici au Sénat, les centristes. Oui, c'est le groupe charnière. Alors, incontournable, encore une fois, bravo aux centristes, ils sont 43 maintenant sénateurs. Bon, donc ils sont le groupe charnière, ils ne sont pas le groupe le plus important. Donc, rappelons-nous qu'il fut un temps, les centristes étaient majoritaires à eux quasiment tout seul au Sénat. Voilà, au Sénat, c'est plus le cas. Donc, ils retrouvent un petit peu des couleurs. Pourquoi faire? C'est ça où je veux dire, l'intérêt va être de regarder un petit peu dans les mois qui viennent. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre en avant quelques-unes de leurs mesures, de leurs idées? Est-ce qu'ils vont imposer à l'UMP une certaine façon de travailler parce que justement l'UMP n'a pas la majorité toute seule? C'est là où on va le voir. Aujourd'hui, de dire que tout a changé, c'est peut-être un petit peu trop tôt, c'est à l'usage qu'on va voir. On va y revenir, mais avant cela, on va reprendre la direction de l'espace Le Cyclone où se tient cette journée parlementaire centriste. Et Thomas Soulier, vous êtes avec Jean-Christophe Lagarde, candidat à la présidence de l'UDI. Ouais, député UDI également, vous êtes donc candidat avec Jean-Christophe Fromentin, je rappelle depuis longtemps, mais Hervé Morin et Chantal Jouanneau et Yves Jégo. On a du mal à comprendre vu de l'extérieur, qu'est-ce qui vous différencie de vos trois rivaux, entre guillemets, aujourd'hui? L'UDI, c'est un parti qui s'est créé il y a 23 mois autour de Jean-Louis Borloo, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est l'ambition de l'UDI? Et moi, je veux que l'UDI porte ses valeurs fédéralistes et humanistes, le porte jusqu'à la présidentielle, propose aux Français en 2017 autre chose que la revanche de 2012. À travers le Tour de France que nous venons de faire, moi je vois beaucoup de Français qui rejettent, et avec quelle force, le pouvoir actuel, qui n'ont pas de nostalgie pour le pouvoir précédent, et qui se disent que 33 ans d'alternance entre le PS et l'UMP ont conduit le pays dans cet état-là. Nous sommes les seuls dans les forces politiques démocratiques à ne pas avoir gouverné depuis 33 ans. Moi je veux qu'on porte nos valeurs, qu'on porte nos idées, nos équipes, de nouveaux visages, et qu'on dise aux Français, la France n'est pas foutue. Elle peut s'en sortir. Regardez par exemple en Suède, en faisant de vraies réformes et avec des dirigeants courageux, ils ont réussi à la fois à protéger mieux les salariés et libérer le travail. Ça a donné 3,5% de croissance pendant les 10 dernières années. En France, la dernière fois qu'on a eu 3,5% de croissance 2 ans de suite, c'est il y a plus de 20 ans. Donc vous aurez un candidat UDI en 2017. Je souhaite non seulement qu'on ait un candidat, mais que ce candidat soit au deuxième tour de la présidentielle. C'est l'objectif que je fixe à l'UDI, en disant les choses clairement. En 2016, nous choisirons celui ou celle qui sera le mieux placé d'entre nous pour porter ce discours auprès des Français. Dans une primaire ouverte avec l'UMP. Mais je n'ai pas parlé de primaire, moi, je parle en l'occurrence de l'élection présidentielle. D'autres parlent de primaire, je peux les comprendre. Mais moi, je pense que l'UDI n'a pas été constituée, rassemblée, regroupée pour faire le tri entre les candidats de droite, mais pour porter ses valeurs, pour porter ses messages. Et je crois que la France en a bien besoin, de l'humanisme dans notre société où on passe notre temps à faire des choix contre nos enfants, que ce soit dans l'éducation, sur la dette ou sur l'environnement, dans un pays comme le nôtre où on tue l'idée européenne alors qu'on aurait besoin d'un gouvernement fédéral de la zone euro qui nous permettrait au contraire de promouvoir nos entreprises, nos stratégies commerciales, nos stratégies industrielles, tout ce qu'on ne fait pas. Nous sommes faibles parce que nous sommes séparés. Regroupons-nous. Alors il y a aujourd'hui 12 sénateurs de plus UDI depuis
depuis l'élection de la nouvelle formation du Sénat. On parle d'opposition constructive. Ça veut dire quoi? Ni allié automatique à l'UMP, ni opposant automatique au PS? Mais nous sommes alliés avec l'UMP, mais moi dans le mot alliance je mets le mot concurrence, mais ça c'est en dehors du jeu parlementaire, dans la mécanique parlementaire. C'est simplement de dire que quand il y a un projet de loi qui va dans le bon sens, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Vous savez, les socialistes, pendant 10 ans, dès que c'était un projet de loi venant d'un gouvernement de droite, ils disaient non, même quand ils étaient d'accord. D'ailleurs la plupart de ces projets, ils les ont pas détricotés. La retraite pour les fonctionnaires, à égalité avec le privé, ils ont voté contre, et pour autant aujourd'hui ils n'y touchent pas. Nous on veut simplement, comme on l'a fait sur les emplois d'avenir, par exemple, que quand quelque chose va dans le bon sens pour la France et les Français, on ne réagisse pas de façon pavlovienne, toujours dire non parce que ça vient d'en face. Mais opposition quand même, parce que franchement dans ce gouvernement, on a l'impression qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas de guide. Regardez encore là sur les allocations chômage, entre le Premier ministre, le ministre de l'économie et le président de la République. Je pense qu'il faut que nos gouvernants comprennent que la France a besoin d'un pilote à la tête du navire. Il n'y a pas de pilote et c'est ça le plus dramatique. Et à la fois quand on regarde les votes à l'Assemblée mais aussi au Sénat, je vais parler de l'Assemblée, vous êtes député, vous votez quasiment la même chose que l'UMP depuis 2 ans et demi. Ah, vous savez, il n'y a que 3 votes au Parlement. Il y a le pour, c'est en général la majorité, et nous, quand nous trouvons que la mesure va dans le bon sens. Le contre, et là on peut se retrouver avec des gens différents, même avec les communistes au Sénat qui souvent votent contre, ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes analyses. Le même vote ne veut pas dire, quand on vote pour ou contre, le même vote ne veut pas dire qu'on partage la même chose. Alors, dernière question pour revenir à la présidente de l'UDI, il y aura les résultats mercredi pour le premier tour. Aujourd'hui, on a appris qu'Yves Gégaud, son patrimoine faisait l'objet d'une enquête préliminaire depuis septembre 2013. Est-ce que ça vous a étonné, premièrement? Et deux, est-ce qu'il y aura des conséquences sur ce vote? D'abord, je pense qu'il n'y aura aucune conséquence sur le vote parce qu'il est quasiment terminé. C'est demain la fin de réception des courriers. Mais je trouve surtout que cette affaire tombe trop mal pour l'UDI et trop bien pour ceux qui nous veulent du mal pour que ça soit véritablement honnête. Moi, j'ai confiance dans la probité d'Yves Gégaud et on a l'habitude de ce genre de coup tordu. Il y a des gens qui pensent que l'UDI est un parti fragile et qu'on peut l'abattre en s'attaquant à ses dirigeants. Ce n'est pas le seul cas en ce moment. Il y en aura d'autres. On se parle et on sera plus solide que ce genre de turpitude ou de coup bas. Donc ces coups tordus viennent de l'UMP selon vous? Je ne sais pas d'où ils viennent, mais entre les lignes. Vous comprenez bien que si réellement il y a une enquête préliminaire ouverte depuis des mois, ce n'est pas un hasard que ça sorte l'avant-veille du résultat des élections. Merci Jean-Christophe Lagarde. Juste à vos côtés, François Zocchetto, le président du groupe UDI au Sénat. Bonjour M. Zocchetto. Bonjour. On vous a entendu en direct sur Public Sénat et sur LCP lors de votre discours de clôture des journées parlementaires. On entend parler d'une troisième force parlementaire en ce moment au Sénat, plus 12 sénateurs depuis la dernière élection. Vous allez être quoi au Sénat? Pour en faire quoi? Quel va être votre comportement pour les prochaines années? Au Sénat, la situation a complètement changé depuis l'élection de fin septembre, puisqu'une nouvelle majorité a été constituée avec le groupe UDI et le groupe UMP, donc une alliance de la droite et du centre. Et c'est cette nouvelle majorité qui va faire vivre le Sénat et nos institutions pendant les 3 années qui viennent. C'est donc un défi très important derrière le président Larcher que nous relevons. Vous êtes la force d'appoint. Vous allez être la force d'appoint au Sénat. Vous allez voter quoi? Est-ce que vos votes seront automatiques pour ou contre maintenant? Écoutez, la répartition des responsabilités qui s'est faite au Sénat montre que nous ne sommes pas, nous le groupe UDI-UC, une force d'appoint. Nous avons un partenariat parfaitement équilibré avec le groupe UMP et c'est sur cette base, derrière le président Larcher, que nous allons travailler. Vous n'aimez pas vous différencier, par exemple, sur un texte proposé par la majorité actuelle, par le PS, je parle de la majorité au niveau national, vous voterez toujours contre, obligatoirement, une opposition systématique? Non, le Sénat va cesser de voter contre. Vous savez qu'à l'époque où la majorité était supposée être de gauche au Sénat, en fait, rien ne sortait du Sénat. On commençait à se demander quelle était l'utilité du Sénat, puisqu'il rendait une copie blanche à chaque fois. Aujourd'hui, nous voulons avoir une démarche positive au Sénat. Ça veut dire que lorsque le gouvernement va présenter un texte, nous allons non pas forcément faire une contre-proposition, mais nous allons amender le texte de telle sorte que ce sera une nouvelle version qui sortira du Sénat. Nous allons le voir dans le texte sur la réforme territoriale, nous le verrons aussi pour le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et pendant ce temps-là, il y a une campagne sur la présidence de l'UDI, il y aura les résultats mercredi pour le premier tour en tout cas. Vous, à titre personnel, vous militez pour quelqu'un, pour un des 4? Non, à titre personnel, je respecte les choix des uns et des autres et en tant que président de groupe, j'ai la difficile tâche de faire vivre des parlementaires ensemble, de les faire travailler ensemble, alors qu'ils peuvent suivre par moments des cheminements différents, mais nous partageons tous le même socle de valeurs. Droit de réserve pour vous? Absolument. Et même pour entre les 2 tours?
Exactement. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ici. Et vous avez entendu les deux discours. Il y a encore beaucoup de monde ici à l'UDI, les parlementaires présents. Nous vivrons quelques réactions juste après. On vous retrouve tout à l'heure, Thomas, pour d'autres réactions de députés et de sénateurs. Alors, Thomas le disait avec Jean-Christophe Lagarde et Françoise Zocchetto, en ce moment a lieu la course à la présidence de l'UDI. Le premier tour est en cours. On aura les résultats mercredi. Est-ce qu'il y a un favori, Alexandre Vatimella? Alors, il y avait un favori au départ, c'était Jean-Christophe Lagarde. Pour un certain nombre de raisons, il ne faut pas oublier qu'Hervé Morin est venu à reculons à l'UDI, pressé par ses amis du nouveau centre de rejoindre l'UDI alors qu'il n'avait pas du tout envie. Donc il était un peu marginalisé au départ. Jean-Luc Borloo l'a continué à le marginaliser d'ailleurs un petit peu, même s'il lui a donné quelques fonctions comme président du Conseil national qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais Hervé Morin a mené une très bonne campagne. Il faut lui en tenir crédit. Il a réussi à avoir un certain nombre de soutiens importants, un petit peu partout. Par exemple, avoir Ramayad, c'est assez, on va dire, inexplicable, mais il a eu Ramayad qui est un soutien. Il a eu Jean Arthuis aussi, qui théoriquement, l'Alliance centriste était beaucoup plus proche de Jean-Christophe Lagarde que d'Hervé Morin. Il a eu Pierre Méhaignerie, il a eu un certain nombre de gens, donc c'est assez bien joué. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les deux hommes sont un peu les deux favoris. Maintenant, personne ne sait. Il y aura peut-être des grosses surprises. Personne ne sait comment vont voter les militants. Il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu. Enfin, je veux dire que ce sont des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, notamment les adhérents directs, etc. Par exemple, Fromentin dit qu'il y en a beaucoup qui vont voter pour lui parce qu'ils viennent de la Manif pour tous, etc. Donc, je veux dire que pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura une surprise. Mais si on s'en tient réellement, je dirais, à une étude un petit peu sérieuse, c'est vrai que Lagarde et Morin sont aujourd'hui les deux favoris, ce qui va poser un problème parce que s'ils se retrouvent au second tour et si le résultat est serré, il ne faut pas oublier que même s'ils ont conclu un pacte de non-agression pendant la campagne, je veux dire, il y a l'après-campagne, et imaginons que l'un gagne 51% et l'autre est 49%, ça s'annonce vraiment difficile pour l'UDI après cette élection-là, si c'est le cas. Ça veut dire qu'il y a un risque, à l'issue de cette course à la présidence, il y a un risque que cette unité qu'avait mis en place Jean-Louis Borloo, de fédérer toutes les chapelles centristes, il y a un risque que tout ça s'effondre? Oui, parce qu'en fait, Jean-Luc Borloo a créé un cartel électoral. Il n'a pas créé un parti. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il est plus ou moins parti, parce que bon, il est malade, d'accord, mais il faut se rappeler qu'avant d'être malade, il disait que l'UDI était ingouvernable. Il avait même envoyé des lettres aux principaux dirigeants du parti en disant « je veux un parti centralisé ». Et ils lui ont répondu « hors de question ». Je veux dire, on ne va pas perdre nos prébendes, on ne va pas perdre nos avantages. Donc, il y a un problème de cohésion à l'UDI parce que c'est pas sur un projet politique aujourd'hui que l'UDI se retrouve. C'est pas sur un homme qu'on va défendre à une élection présidentielle que se retrouve l'UDI. Il se retrouve sur effectivement un cartel électoral, sur des alliances électorales, sur le fait que le centre a failli disparaître en 2012. Rappelez-vous, je veux dire, le score de François Bayrou, 9%. Rappelez-vous les 30 députés uniquement de centristes et radicaux après l'élection. Donc je veux dire que le centre était vraiment en très mauvaise posture à l'époque. Perrine, on a entendu un nom, beaucoup, depuis tout à l'heure, depuis le moment où on suit, c'est celui de Jean-Louis Borloo. Voilà, est-ce que l'UDI peut survivre à Jean-Louis Borloo? Moi, je pense qu'il est maintenant quand même l'UDI confronté à une certaine crise de leadership, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant 18 mois, Jean-Louis Borloo a beaucoup travaillé pour rassembler cette famille centriste, et puis il est parti parce qu'il était malade, il était aussi fatigué, vous l'avez très bien dit, d'essayer de réunir toutes ces chapelles politiques centristes. Aujourd'hui, qui pour lui succéder? Est-ce qu'il y a véritablement un leader du centre? J'ai quand même envie de répondre non, même s'ils ont tous bien entendu la légitimité pour se présenter à cette présidence de l'UDI, mais pour incarner vraiment le leadership du centre. Il y avait Borloo, il y a encore François Bayrou aussi, et je pense qu'il est important de noter que l'accord avec le MoDem, notamment aux européennes, mais aussi pour les sénatoriales, a permis quand même à l'UDI et au centre de faire des bons scores. On va revenir sur tout ça, Perrine, on va reprendre la direction de l'espace Le Cyclone, où Thomas Soulier est avec un nouveau sénateur, je crois, Thomas.
Oui, Jean-Marc Abouti qui fait ses premiers pas actuellement au Sénat en tant que sénateur UDI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici en duplex avec nous depuis les journées parlementaires de l'UDI. Première question très simple, comment se passent vos premiers pas au Sénat en tant que jeune sénateur UDI? Écoutez, c'est une rentrée des classes, c'est-à-dire on découvre le Sénat. Je connaissais déjà l'hémicycle et certains lieux du Sénat, mais je ne connaissais pas tous les services et le mode de fonctionnement du Sénat. Donc c'est un peu une découverte, mais on se met très vite dans le bain puisqu'il va falloir très rapidement attaquer l'examen des textes dès cette semaine. Alors l'UDI, troisième force parlementaire au Sénat. Comment va se comporter l'UDI pour les prochains grands textes qui vont arriver au Sénat? Est-ce que vous allez voter automatiquement contre les textes proposés par la majorité? Pas du tout. Vous savez, moi, je suis un opposant, mais un opposant constructif. À l'image, d'ailleurs, c'est l'état d'esprit du groupe UDI, et j'étais très heureux de retrouver cet état d'esprit. Ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses, de faire avancer des réformes, et d'amender les textes, et éventuellement de les approuver si nécessaire. Mais il faut réunir un certain nombre de conditions, et que les textes soient bien présentés, comme sur la réforme territoriale, où je crois qu'on prend un petit peu les choses à l'envers. Ça avait été le cas sous la législature précédente. On parle des compétences à la fin, alors qu'il faudra en parler au début. L'UMP n'a pas de majorité absolue sans vous, sans l'UDI. Vous êtes en position de force aujourd'hui? On est en position, sinon de force, du moins en position favorable, puisque notre groupe s'est fortement renforcé avec 12 sénateurs supplémentaires, et qu'effectivement, il y a un contrat de majorité derrière Gérard Larcher, puisque nous l'avons soutenu au second tour, et que cette majorité nécessite compréhension, dialogue et partage au niveau des initiatives. Alors vous êtes nouveau sénateur, mais vous connaissez très bien la famille UDI. On entendait Perrine Tarnaud en plateau nous raconter qu'il y avait peut-être un problème aujourd'hui de leadership à l'UDI depuis le départ de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous avez véritablement un chef? Écoutez, il est difficile de remplacer Jean-Louis Borloo compte tenu de la personnalité, compte tenu du rôle qu'il a eu au Parti radical et puis dans la constitution de l'UDI. Il y a des élections qui se passent de manière démocratique. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en compétition, et quel que soit le résultat, se retrouvent demain unis pour conforter notre formation politique et la développer, parce que je pense qu'il y a un véritable espace. Je dirais l'antipoison du Front National aujourd'hui, c'est vraiment l'UDI, c'est le centre. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Juste derrière vous, Philippe Vigier, le président du groupe UDI à l'Assemblée. On vous a entendu en direct. Bonjour Philippe Vigier. On vous a entendu en direct dans votre discours de clôture. Vous parlez d'une troisième force parlementaire de l'UDI. Et vous dites on est l'objet aujourd'hui de beaucoup de convoitises. Vous l'avez dit dans votre discours, convoitises sans doute de la part de l'UMP. Qu'est-ce que vous répondez à l'opération séduction, notamment de la part de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Non mais écoutez, l'UDI n'est pas à vendre, l'UDI va très bien, les centristes ont 80 parlementaires, nous sommes la troisième force parlementaire et on a vocation, dans le paysage politique français, à incarner aussi une alternance politique. Le moment venu, on parlera avec nos amis de l'UMP pour bâtir ensemble un projet que l'on proposera aux Françaises et aux Français. Mais pour le moment, on ne va pas repartir dans un parti unique. On l'a refusé dessus de ceux qui l'ont refusé en 2000, 2001, 2002. Donc ne refaisons pas les erreurs du passé. Très bien, je vois qu'on s'intéresse de plus en plus à l'UDI. C'est vrai que c'est une famille politique qui a su créer Jean-Louis Borloo, qui a la meilleure image dans l'opinion publique française. Et aussi, ce qui est important, c'est que nous portons des propositions ambitieuses pour réformer la France, pour lui donner confiance, pour lui dire qu'elle peut gagner, pour redonner de l'espoir à nos compatriotes. Moi, c'est ça qui m'anime. Le reste n'a pas de sens. Vous dites on est indépendant, on l'a bien compris. Indépendant jusqu'à quand? Jusqu'à 2017? Indépendant, on marchera à côté de nos partenaires de l'UMP, puis après on définira les conditions pour choisir notre champion ou notre championne à l'élection présidentielle. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis favorable à une primaire ouverte à tous nos concitoyens, de la droite et du centre. Pourquoi? Pas simplement pour laisser les partis politiques sur un coin de table désigner le meilleur, c'est pas le sujet. On voit bien que pour redresser cette France, ça va être tellement difficile qu'il faut un élan populaire, il faut un enthousiasme, il faut des hommes et des femmes qui se retrouvent dans un projet et autour d'un homme et d'une équipe. Sans équipe, rien ne se fera. C'est vos premières journées parlementaires sans Jean-Louis Borloo. Il vous manque aujourd'hui, on imagine. Est-ce qu'il y a un problème de leadership aujourd'hui à l'UDI? Écoutez, il nous manque naturellement, simplement il nous a appris des choses majeures. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours en tant que président de groupe. Il a su créer ce groupe UDI.
nous sommes dépositaires de cet héritage. Mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence, de l'homogénéité et que ce groupe continue. Non seulement il continue, il se développe et ce groupe, il pèse de plus en plus dans la vie politique. Au Sénat, c'est formidable, il est de plus en plus nombreux, ce groupe, puisque vous savez que maintenant, on a 43 sénateurs. Et bien sûr qu'il nous manque, mais il est là aussi pour nous apporter quelques conseils, on se parle, mais pour autant, il a choisi un autre chemin. Et c'est fini pour lui, la politique, vous êtes sûr de ça? Mais arrêtez de l'embêter avec ça, Jean-Louis. Vous embêtez vous aujourd'hui plutôt que lui, mais... Jean-Louis, il a tout donné, d'accord? Il a été ministre 10 ans, il a été un ministre dont chacun a dit qu'il a fait un travail colossal. Là maintenant, toute son intelligence, toute son énergie, tout son enthousiasme, il les met pour une fondation, pour le monde entier. Et c'est absolument extraordinaire, et en particulier l'Afrique. Mais je sais aussi que c'est une oreille attentive. Si j'ai une question à lui poser, il est là, un conseil. Eh bien, c'est assez formidable. C'est un peu le grand frère. Il veille sur nous. Eh bien, moi, je trouve ça assez exceptionnel. Jean-Louis Borloo, le grand frère. Merci beaucoup, Philippe Vigier. Merci beaucoup Thomas. Alors Perrine, on l'a entendu au micro de Thomas, tous les parlementaires n'ont qu'un mot à la bouche, c'est l'opposition constructive. Est-ce que c'est une ligne tenable? Est-ce que c'est une ligne crédible? Bon, on a envie de leur dire chiche. Rendez-vous dès le vote des prochains textes, notamment ici au Sénat. C'est vrai que depuis le dimanche 28 septembre, depuis que ce groupe UDI au Sénat a grossi, maintenant 43 sénateurs, ils martèlent tous cette phrase opposition constructive. Après, quand on rentre dans les détails, ça devient tout de suite un petit peu plus flou. C'est-à-dire que oui, on pourra voter des textes venus de tous bords, donc on a envie de dire chiche. Lesquels, par exemple? Là, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, le texte de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, de lutte contre le terrorisme, eh bien ça, il a été voté à peu près sur tous les bancs de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ça sera la même chose ici au Sénat, à part les communistes qui trouvent qu'on va un peu trop loin dans l'atteinte aux libertés individuelles. En revanche, après, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le projet de loi de finances pour 2015, et puis aussi sur la réforme territoriale qui intéresse beaucoup ici les sénateurs. Là, je pense que les passerelles entre la gauche et la droite vont tout de suite être un peu plus compliquées à trouver, et que les clivages vont revenir au galop, les clivages entre la gauche et la droite. Oui, je voulais juste ajouter que opposition constructive va de pair avec un autre mot que l'UDI a constamment à la bouche, c'est indépendance. Or, il y a un problème, je dirais, de constitution. En 2012, quand l'UDI se crée, Union démocrate indépendant, donc l'indépendance est là, il y a une alliance naturelle. Comment peut-on être indépendant? Comment peut-on faire de l'opposition constructive quand on est un allié naturel avec l'UMP sans projet politique? C'est-à-dire qu'avant d'avoir bâti un projet politique, on a déjà choisi son allié. Donc là, il y a un gros problème où effectivement l'UDI n'arrive pas à sortir, et aujourd'hui aussi le mouvement démocrate qui est un peu rallié, effectivement l'allié naturel UMP avec l'alternative, donc avec cette alliance avec l'UDI, c'est que en étant allié naturel, comment peut-on faire de l'opposition constructive, et comment peut-on effectivement, alors qu'on n'a pas de projet et qu'on a déjà un allié, peut-on être indépendant? Mais est-ce que c'est pas risqué justement pour les centristes cette opposition constructive? Est-ce que ça ne va pas brouiller un petit peu plus leur message et surtout renforcer le fait qu'on ne comprend pas très bien quel est leur positionnement politique et ce manque de lisibilité qu'on ressent Absolument. un peu? Absolument. C'est-à-dire, tant que les centristes n'auront pas fait, moi, ce que j'ai appelé, j'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, un coming out, en disant voilà, on est centriste et voilà ce que ça veut dire exactement. Et on a un projet qu'on va faire. Et ensuite, on va discuter opposition constructive, on va discuter alliance naturelle, on va discuter, etc., etc. Mais en ayant choisi avant de savoir avec qui on s'allie, c'est-à-dire, imaginons que l'UMP, je sais pas moi, dise maintenant on va faire telle ou telle mesure, qui sont complètement des mesures que le centre ne soutient pas. Où est l'allié naturel? Ça ne veut rien dire aujourd'hui, allié naturel. Et donc, allié naturel, opposition constructive, etc. Tout ça, c'est un maelstrom de choses et indépendance que l'UDI doit absolument clarifier. Sinon, effectivement, ils ne seront jamais crédibles. Et d'ailleurs, à qui l'UDI doit certains des nouveaux sièges de sénateurs? Eh bien, c'est à l'UMP. C'est vrai que l'UMP et l'UDI, cette fois, sont plutôt partis en ordre de bataille lors des dernières sénatoriales, avec des listes communes dans beaucoup de départements renouvelables. Alors, c'est vrai que le fait que les centristes aient un peu grossi, ça aiguise aussi l'appétit de l'UMP. On l'a bien vu avec les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui souhaite recréer un grand parti de la droite et du centre. Et donc là, on l'a entendu, tous les centristes ont dit au secours, non, on ne veut surtout pas être avalé par l'UMP. Mais aussi les appétits d'Alain Juppé, qui lui fait nettement campagne vers le centre, avec
lui, un allié de l'Aquitaine, c'est François Bayrou. Oui, mais justement, entre l'UMP qui regarde de plus en plus vers le centre, hein, vous l'avez dit Perrine, et le MoDem qui incarne un centre un peu plus à gauche, un peu plus indépendant, quelle peut être aujourd'hui la place de l'UDI? Alors, il y avait un article très intéressant dans le Figaro de Pascal Perrineau il y a quelques jours qui reprenait un petit peu aussi des choses que moi j'avais écrites voilà, dans le même quotidien sur effectivement un espace central qui est en train de se créer aujourd'hui et qui a évidemment des valeurs communes, évidemment des points communs évidents avec Manuel Valls, avec François Bayrou, avec l'UDI. Puisqu'on ne connaît pas le président, donc ne mettons pas un nom dessus, et avec Alain Juppé, voire François Fillon, même si effectivement ces derniers temps il s'est un peu radicalisé, un peu plus vers, je dirais, la droite libérale. Donc il y a là un espace qui peut être intéressant, avec effectivement d'un côté les conservateurs, nationalistes, l'UMP, la droite dure, et ce qu'on veut, et puis la gauche du PS, le Front de gauche, et puis n'oublions pas le Front national, effectivement, avec la droite dure. Donc il peut y avoir une recomposition qui peut se faire là. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, l'UDI a un rôle important à jouer? Elle pourrait effectivement être une passerelle, mais aujourd'hui, on voit mal avant les élections de 2017, sauf, je dirais, un événement très grave, cet espace central se regrouper. Mais imaginons, et malheureusement on peut l'imaginer, que Marine Le Pen soit au second tour avec 30% des voix au premier tour. Je dirais que cette recomposition-là, elle va à un moment donné s'imposer à un certain nombre de gens qui effectivement vont dire il faut qu'on réagisse, et là l'UDI a peut-être effectivement une grande place à prendre dans cette recomposition à ce moment-là. Mais est-ce que le fait que Marine Le Pen soit susceptible d'être au second tour, au contraire, ça ne va pas tuer l'UDI? Est-ce que finalement, à droite, on ne va pas se dire il faut qu'on ait un candidat commun, on ne peut pas se permettre d'être dispersé au premier tour, et donc c'est le candidat de l'UMP qui va prendre le dessus, et plus de candidats centristes à la présidentielle? Oui. C'est évident que l'UMP va absolument essayer de vendre ce scénario. On le voit avec Nicolas Sarkozy, on le voit avec Alain Juppé, encore une fois. Je veux dire que sans le centre, on ne gagnera pas. Donc il nous faut les centristes, et il nous faut les centristes dès le premier tour. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important. Soit le centre existe, soit le centrisme existe. Et si le centre et le centrisme existent, ce que moi je crois, évidemment, alors il y a un candidat naturel à l'élection présidentielle du centre et du centrisme. Et à ce moment-là, bon, ok, d'accord, il y a un problème avec le Front National, mais il y a un second tour. Il y a un second tour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le candidat PS pourrait être devant le candidat UMP? On doute beaucoup. Donc, la question ne se pose pas maintenant. On verra peut-être 6 mois avant les élections, 3 mois avant, les sondages qui donneront, je ne sais pas, imaginons Marine Le Pen à 35%, Nicolas Sarkozy à 15% et Emmanuel Valls, si c'est lui qui se présente, à 16%, ce que fera l'UMP. Mais on n'en est vraiment pas là aujourd'hui. Très rapidement, Perrine, il reste 20 secondes. Ouais, enfin, sauf si la question est résolue avec une primaire interne à la droite. Hein. C'est ce qui est évoqué beaucoup par certains. C'est une primaire à la fois pour les candidats centristes et les candidats de l'UMP. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour commenter cette clôture de la journée parlementaire centriste. Merci à Thomas Soulier qui était sur place pour recueillir les réactions des députés et des sénateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. À 19h, Delphine Gérard et 24h Sénat. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires.